Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. My life belonged to that struggle. Saison 2, féminisme, genre et minorité. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle ouvrent un espace d'échange citoyen. Après une première saison consacrée aux questions environnementales, nous dédions cette deuxième saison aux minorités dominées et à leur manière de s'exprimer, de résister, de revendiquer leurs droits. Et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins. Les procès du siècle, saison 2, Féminisme, genre et minorité. 14 épisodes enregistrés dans l'auditorium du MUSEM. Épisode 6, transition de genre. La société suit-elle vraiment ? Avec Océan, Farah Youssef et Victoire Tuaillon à la modération. Bonsoir. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à ce troisième procès du siècle, où nous avons sur le banc des accusés une personne de taille. Cet accusé, c'est nous, c'est vous, c'est la culture dans laquelle nous baignons. C'est ce qu'on crée tous ensemble, en travaillant, en faisant des films, des livres, des lois, en manifestant, en nous exprimant, en décidant de qui a le droit de vivre, qui a le droit d'être soigné, qui a le droit de faire famille et qui peut bien mourir. Notre accusé s'appelle notre société. Je m'appelle Victoire Tuaillon, je suis journaliste féministe et ce dont nous allons parler ce soir me tient particulièrement à cœur puisque je dois vous l'avouer, le reconnaître tout de suite, je suis une juge partiale. Je suis consternée par ce qui est infligé aux personnes trans dans notre société et dans le monde. Il est clair pour moi qu'il ne saurait y avoir de féminisme sans les luttes trans, que les personnes trans sont mes camarades, mes adelphes, parce que nous partageons les mêmes espoirs, le même combat, celui contre le patriarcat, contre un système binaire, raciste, de classification et de hiérarchisation des individus, qui rend malheureux à peu près tout le monde et ne bénéficie qu'à quelques-uns. C'est une évidence, suivre, accueillir, rendre possible les transitions de genre, c'est un combat féministe. Dans cette société, il y a partout des personnes qui font leur transition de genre. C'est pas une mode, c'est pas une épidémie, c'est un fait. L'existence des personnes trans n'est donc pas un sujet de débat. Ce dont on peut débattre en revanche, c'est de pourquoi et comment la société, plutôt que de suivre ces transitions, plutôt que de les suivre vraiment, plutôt que de laisser les uns, les unes et les autres se déterminer librement, plutôt que de faire en sorte que tout le monde, chacun, chacune ait accès à la santé, à l'éducation, ne soit pas discriminé ni victime de violence, plutôt que de leur accorder tous les droits dont bénéficient les personnes qui, elles, ne transitionnent pas, pourquoi notre société a tendance à freiner, à reculer, à opprimer et à combattre de toutes sortes de façons, plus ou moins violentes, plus ou moins obscènes, plus ou moins révoltantes, ces transitions et les personnes qui les font. Alors nous nous efforcerons que tout reste compréhensible et intéressant. Si vous n'avez aucune idée de ce que veut dire mégenrer, on vous l'expliquera. Si au contraire vous savez trop bien ce que ça veut dire, on tentera de garder les choses intéressantes aussi pour vous. Devant nous, devant vous, défileront des témoins, nous les écouterons et nous examinerons différentes pièces à conviction. Cela nous aidera à prononcer le verdict et surtout à comprendre comment enfin la société pourrait se mettre à suivre vraiment. Un échange est prévu avec les deux grands témoins de ce procès que j'appelle dès maintenant, Farah Youssef et Océan. Farah Youssef, bonsoir. Bonsoir. Océan, bonsoir. Bonsoir. Farah Youssef, vous êtes une militante transféministe. C'est ça. Vous avez notamment co-créé en 2019 la Pride des banlieues. Absolument. Donc une marche des fiertés LGBTQIA+, et puis vous travaillez comme médiatrice de santé pour l'association Accept ST à Paris, où vous vous occupez notamment d'actions de prévention, d'aide et de conseils pour les personnes trans, ce qui vous donne une expertise rare et très solide sur ces questions. De ouf. Océan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien, scénariste et réalisateur. Vous avez notamment réalisé en 2019 une série que je conseille à tout le monde. Toutes les personnes qui posent des questions sur « mais en fait, qu'est-ce que c'est être trans ? Je comprends pas bien, etc. » C'est diffusé sur France TV /. Vous avez documenté très concrètement, en vous montrant très vulnérable, votre propre processus de transition. 2 ans après, dans la 2e saison en Infiltré, vous nous faisiez rencontrer toutes sortes de personnes différentes dans la communauté queer. Et là, je sais que vous êtes en train de mettre l'ultime touche au bouclage de la 3e saison. Est-ce que peut-être vous pouvez déjà dire le titre ?
Oui, qui s'appelle Faire Famille et qui sortira en 2023, toujours sur Slash. Et nous en avons vraiment besoin. Ok, première question avant d'appeler notre premier témoin. Je voudrais savoir quelle a été pour vous la pire nouvelle de l'année qui vient de s'écouler et peut-être, pour qu'on ait quand même un peu d'espoir, la meilleure selon vous de l'année à venir. Moi, j'ai une clé USB 5 Go avec une liste pour les pires nouvelles de l'année qui vient de s'écouler. Je peux la fournir au public si vous voulez. T'en as une en tête plus précise, toi, peut-être? Ben, c'est vrai que 2022, 2023 aussi, en vrai, enfin, on espère quand même que l'année se passera sous de meilleurs auspices, mais c'est vrai que 2022, ça a été une année très chargée en transphobie. Et je pense que le pire, ça a vraiment été cette espèce de levée de bouclier médiatique et vraiment la concrétisation du coup d'un front réactionnaire, volontairement transphobe, qui investit et les médias, qui investit aussi le champ institutionnel, qui investit vraiment du coup tous les espaces de pouvoir en fait. Donc ça fait peur. Mais je pense qu'on est un peu plus effrayante en vrai, donc ça devrait le faire. On a vu aussi sous le gouvernement Macron quand même des chiffres, les chiffres affolants des violences transphobes qui ont augmenté de 104%. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc quelque part, et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que maintenant elles sont comptabilisées, alors qu'avant je pense qu'on n'était même pas, on n'existait pas au point d'être comptabilisées. Mais enfin bon, non, c'est quand même globalement des moments difficiles. Alors bien sûr, la société évolue, avance et on nous renvoie beaucoup ça, c'est-à-dire que maintenant tout le monde peut transitionner, c'est tellement facile, c'est tellement simple. Bon, nous on a tendance à trouver que quand même bof, c'est pas toujours si simple et voilà, et c'est sûrement pas parce que c'est la mode, je mets des guillemets, qu'on transitionne. Mais bon, on peut en effet avoir de l'espoir en se disant qu'on est plus visible et présente qu'autrefois, même si parfois quand on est visibilisé par nos entre guillemets opposants politiques, c'est pas toujours très agréable. Donc on est en permanence en train de se réapproprier cette parole à propos de nous-mêmes. Merci. On va en reparler plus tard, de savoir pourquoi la visibilité, c'est pas toujours une si bonne nouvelle. Mais d'abord, pour qu'on ait chacune le même vocabulaire pour réaffirmer et reposer un certain nombre de faits et de concepts, j'appelle à la barre notre premier témoin, qui est Lee Ferrero. Lee Ferrero, est-ce que vous pouvez venir à la barre, s'il vous plaît ? Bonsoir, alors moi j'ai une lourde tâche ici, pendant que le tableau Velleda arrive. J'ai une lourde tâche, c'est celui de vous expliquer à vous, dont je ne sais pas l'état de connaissance, ce que c'est une personne trans. Et oui, qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne question. Une question à laquelle nous, l'association Transat, que je représente ici, avons tenté de répondre avec ce petit fascicule « Comprendre les transidentités » disponible partout sur Internet, sur nos réseaux sociaux. Transat, nous, on accompagne des personnes trans non-binaires en questionnement, mais surtout, on fait de l'éducation populaire sur les questions de transidentité et de genre. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement, en un temps record, je l'espère, un petit outil qui vous permettra de faire le clair d'une façon conceptuelle. Alors, la transidentité, qu'est-ce que c'est ? La transidentité, ce que c'est généralement, les gens nous disent, c'est des gens qui changent de sexe. Qu'est-ce que c'est le sexe ? Ben moi, franchement, je sais pas trop, parce que quand on nous dit changer de sexe, ok, c'est-à-dire quoi ? Que j'ai changé mon torse, ou que j'ai changé mes hormones, ou que j'ai changé ma façon qu'on m'appelle. Ah là là, ça devient déjà très confus. Le sexe, c'est quoi ? Est-ce que faire du sexe, c'est pareil que changer de sexe ? Est-ce que c'est pareil que le deuxième sexe ? Non, je ne pense pas. Donc, ce qu'il y a, et qui est très confusant, en fait, c'est que à la naissance, ça nous sert à aller décider du destin d'un individu. Et ça, je vais essayer de vous le démontrer en 30 secondes. En fait, à la naissance, vous êtes d'accord, les médecins, ils disent « Oh, c'est un garçon, chouette. Oh, c'est une fille, moins bien, mais quand même, c'est chouette. » Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est pas garçon ou fille. Garçon ou fille, ça pousse pas dans les arbres, c'est pas dans les choux, dans les roses. Ils vont regarder ça et ils vont dire fille ou garçon. Sauf que quand vous êtes dans la rue, vous en voyez pas trop des comme ça, à part si vous êtes sur Grindr, et bon là, vous en voyez beaucoup. Mais normalement, vous en voyez pas beaucoup. Donc, quand vous appelez quelqu'un madame ou monsieur, on est d'accord, ça, vous l'avez pas vu. Voilà. Donc, la société confond un truc qui s'appelle la sexuation avec un autre truc qui s'appelle l'identité, c'est-à-dire le fait d'être appelé madame ou monsieur. Donc, finalement, si on remet du clair sur tout ça, on a une trajectoire sociale où Jean-Eudes, à la naissance, il naît avec ça. Donc on dit que c'est un garçon qui s'appellera Jean-Eudes, que Jean-Eudes jouera au foot, donc le foot, le ballon, et que Jean-Eudes grimpera aux arbres, sera agressif envers ses petits camarades,
pourra les insulter de sale pédé, car il n'en est pas un, il aime les filles, Jean-Eudes. Donc là, vous voyez, l'attirance, premier truc du tableau. Donc on a prédit un destin à Jean-Eudes sur la base de ce petit phallus, alors que peut-être qu'en fait que Jean-Eudes, il veut toujours s'appeler Jean-Eudes, mais que Jean-Eudes, lui, il pense qu'il est une fille. Parce qu'en fait, elle pense, Jean-Eudes, qu'elle est une fille. Parce que Jean-Eudes, en fait, elle est une fille. Voilà. Et peut-être qu'elle veut quand même jouer au foot, et que peut-être qu'elle aime quand même les filles, et peut-être qu'elle veut quand même conduire des camions, et peut-être qu'elle veut toujours s'appeler Jean-Eudes, parce que Jean-Eudes, franchement, c'est la classe. Mais voilà, c'est une fille. Donc en fait, quand on parle de transidentité, c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer en 30 secondes, on parle d'identité de genre, on parle d'un positionnement social qui fait que la personne, elle ne va pas se reconnaître dans le mot garçon ou fille qui lui a été assigné sur la base de ses organes génitaux externes. Si on veut continuer un petit peu sur la sexuation, on a des gens qui, bien évidemment, à la naissance, développent une sexuation qui est intersexe. Ça existe. Ça n'a pas de rapport avec l'identité. On est sur une question différente, la question qui suis-je sur l'identité. Donc, si je résume, on a l'orientation sexuelle ou romantique, l'attirance, qui n'a 2, pas de rapport avec l'identité, qui n'a 3, pas de rapport avec le développement du corps, qui n'a 4, pas de rapport avec ce que Jean-Eudes va faire ensuite, ou si Jean-Eudes, elle va faire, ou si Jean-Eudes, elle va faire. En fait, tout ça, on s'en fiche. Si Jean-Eudes aime jouer au foot, aime mettre des robes ou veut faire une augmentation mammaire, en fait, ça n'a pas de rapport avec son identité. Voilà. Finalement, ce que nous pousse à nous dire ce tableau, c'est que tout ça, en fait, c'est autodéterminé. Ne vous sentez pas obligé, comme Jean-Eudes ou quelqu'un d'autre, de souscrire à ce destin social. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lee Ferrero, d'avoir fait ce point qui est important entre identité de genre, expression de genre, le sexe qui est assigné à la naissance. Vous avez dit, et c'est très juste, que tout ça est très grandement autodéterminé, et à la fois, tout ça est aussi le produit de structures sociales, tout ça est le produit aussi d'effets matériels très concrets, d'institutions, qui permettent ou qui ne permettent pas, qui assignent, qui interdisent, qui contraignent ou non. Et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle, puisqu'on parle aussi de ça quand on parle de société, pas simplement de la culture, mais aussi des effets réels de ce que font les institutions médicales, les institutions judiciaires, éducatives, de ce que font les institutions qui accordent le droit d'asile ou non, de ce que font toutes les institutions qui vous rappellent et vous disent en permanence ce que vous êtes, ce que vous avez le droit d'être ou de ne pas être. Très concrètement, je voudrais qu'on fasse ce point-là avec vous deux sur comment ça va en France pour les personnes trans du point de vue des droits réels. Comment ça va, par exemple, du point de vue de la santé. Bon, on fait un petit ping-pong. Bon, moi, je peux donner des exemples très simples qui sont des exemples personnels. J'ai pas d'endocrino à Paris, alors que je vis à Paris, que j'ai les moyens de payer un supplément pour voir un spécialiste sans être remboursé par la Sécu s'il le faut. Donc j'ai tout, normalement, les moyens, les privilèges qui permettent d'avoir accès, on va dire, aux meilleurs médecins et aux plus qualifiés. Endocrino qui s'occupe donc de mon traitement hormonal, on va dire. Et bien sûr, j'ai une endocrino, mais enfin, elle est armoire. Et j'aimerais bien changer. Armoire ? Ouais, elle est armoire. Franchement, elle est d'une autre génération. Et voilà. Et à chaque fois que j'arrive, elle mesure, comme à tous mes copains d'ailleurs trans, le tour de notre taille pour voir si on a grossi. Parce que les hommes, ça prend du ventre. Et donc, on se raconte ça, tous les patients qui la voient. Toi aussi, elle te mesure. Ah, oui, faut faire gaffe, parce que les hommes, c'est du ventre qu'ils prennent. Donc bon, c'est déjà grossophobe. Et on est là. Alors, on fait un régime avant d'y aller. On se dit, je vais encore me faire engueuler si j'ai pris du ventre. Bon, c'est qu'un exemple. Elle est vraiment armoire. Et adorable, au demeurant. Pas non plus. Mais voilà, donc, et on se rend compte du désert, en fait, médical, par exemple. Voilà, moi, à chaque fois que je vais chez un généraliste, je suis angoissée. Je me dis, voilà, qu'est-ce que je vais encore me prendre si je dis que je suis trans? Donc, j'essaye de pas le dire. Alors, parfois, ça complique encore plus la situation. Et ça peut être parfois assez burlesque. Bon, voilà, donc, c'est juste pour dire que moi, qui suis un peu au sommet de la pyramide des privilèges des personnes trans, en tant qu'homme trans, blanc, qui a les moyens, voilà, encore une fois, de se payer les médecins qu'il veut, même moi, je galère. Donc, c'est pour dire qu'a priori, tout le monde galère, voilà. Et que surtout, voilà, les médecins, enfin moi, à chaque fois que je rencontre des gens qui viennent de faire médecine encore aujourd'hui, n'ont rien appris sur ces questions. Les médecins ne sont pas formés aux questions de transidentité. Donc
voilà, il y a quand même un gros problème. Voilà. Et je parle juste, c'est un exemple bête et simple, mais évidemment. Et très concret, qui est par exemple concret, quand vous avez une grippe, vous hésitez sur la personne à aller voir. Bah, disons que si j'ai une grippe, a priori ça va, mais par contre, l'année dernière fois que j'étais chez un généraliste que je connaissais pas, je venais parce que je m'étais blessé au ski, pour vous dire mon niveau de privilège, à l'épaule, donc j'avais mal à l'épaule, et il m'a posé 9 questions sur la testostérone. Et je me dis, est-ce que vraiment ça a un lien? Et en fait, il voulait savoir. Alors à la fois, il était gentil, il s'intéressait, mais j'ai pas forcément envie de faire un cours à un médecin sur la testostérone quand je viens parce que j'ai mal à l'épaule, quoi. Bien sûr. Peut-être d'autres exemples moins bourgeois, Farah. Du coup, t'es le référent bourgeois et moi, je suis là pour la hasse, c'est ça? C'est ça. Trop bien, Océan, merci beaucoup. Je te remercie. Je pense que c'est déjà important de savoir que de base, toutes les personnes trans vont galérer avec l'accès à la santé, que ce soit à cause de praticiens et de praticiennes qui vont pas être formés et qui vont vous le faire savoir du coup en consultation, de façon relativement polie ou impolie. Ça tend plus vers l'impolitesse. Et encore là, je suis poli en disant ça. Et donc, au-delà du fait qu'il y a une distance, parce qu'il n'y a pas de formation, parce que nous aussi, on va peut-être rechigner à aller voir le médecin, parce que justement, on est habitué aux discriminations. Il faut aussi prendre en compte aussi les entrelacs justement entre précarité, enfin, en tout cas le domaine social et le domaine médical, dans le sens où si on parle par exemple d'une personne trans qui va être migrante et qui va être séropositive, manifestement, si elle n'a pas d'argent pour s'acheter à manger, elle va pas prendre son traitement parce que faut manger en fait pour prendre un traitement, surtout un traitement aussi lourd du coup que les antirétroviraux. Donc forcément, ça crée des personnes qui vont être hyper éloignées du soin et qui vont accumuler les problèmes de santé, qui vont aussi accumuler du coup tout un tas de culpabilité, de honte par rapport à leur corps, par rapport aussi juste au fait que les gens bien, les gens normaux, les gens sains, ils vont voir le médecin. Moi, je vais pas voir le médecin, donc ça me catégorise automatiquement dans le tiroir. Je suis une personne malsaine. Enfin, comment dire ? J'ai essayé de passer par un exemple relativement parlant. Il y a beaucoup de médecins, en tout cas à Paris, avec qui il nous arrive de travailler, qui vont recevoir du coup notre public, à savoir des femmes trans, qui vont être en situation de migration, qui vont avoir de très faibles moyens financiers, qui vont souvent du coup se remettre aux formes de travail du sexe les plus précaires. En tout cas, le travail du sexe du coup qui expose vraiment le plus déjà au froid, à des tarifs de merde et en plus à la violence des hommes qui ont envie de violenter ces femmes-là et qui peuvent violenter ces femmes-là. Et du coup, en effet, ce qui revient souvent chez ces médecins, c'est vraiment un truc de, malgré le fait qu'ils font face à des personnes qui sont extrêmement précarisées, et il n'y a même pas besoin d'être enfin limité pour s'en rendre compte, honnêtement, il y a encore des rhétoriques qui continuent en mode oui, non, mais il faudrait quand même s'intégrer, ces personnes-là, ça fait 5 à 10 ans qu'elles sont en France, comment ça se fait qu'elles ne parlent pas correctement le français, comment ça se fait qu'elles n'ont pas réussi à... je sais pas moi, améliorer leur situation au bout du compte, c'est probablement parce qu'elles sont dépensières ou parce que de toute façon elles ne savent pas gérer. Enfin bref, il y a tout un tas de choses en fait qu'on peut projeter sur ces personnes-là parce que on les connaît pas et qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on va être plus amené à les mépriser, à les prendre de haut et à les utiliser comme exemple dans notre vie de ce qu'il faut pas faire plutôt que juste je sais pas, vraiment juste garantir un accès aux droits un tout petit peu décent, un tout petit peu. Ça c'est pour la santé. Oui. Et tout ça et toutes ces discriminations-là sont rendues possibles aussi et entretiennent une culture transphobe et sont rendues possibles par une culture transphobe, c'est-à-dire qu'il y a plein de préjugés et de jugements négatifs et de stéréotypes négatifs sur les personnes trans. Aussi un point sur l'accès aux droits, sur la citoyenneté, parce que les gens ont l'air de s'imaginer, et ça c'est un préjugé aussi assez courant, qu'il suffirait de déclarer comme ça qu'on a changé de genre pour que ce soit possible, que ce soit marqué sur les papiers, que les démarches seraient très faciles et qu'on encouragerait à ça. En réalité, qu'en est-il aujourd'hui en France ? Est-ce que les procédures se sont simplifiées ? Ou est-ce que ça reste encore très difficile ? Ça reste quand même très compliqué, assez lourd. Après, c'est un peu au cas par cas, selon le tribunal dans lequel on tombe, selon la ville dans laquelle on est. Mais bon, on passe toujours devant des juges, alors que par exemple en Belgique, c'est juste déclaratif. Tu vas à l'équivalent de la mairie et tu as fait un courrier et puis tu dois attendre 3 mois au cas où tu changes d'avis. Bon. Et puis voilà, mais il n'y a pas des juges qui vont décider si, oui, en effet, tu es bien un homme ou une femme, comme c'est le cas en France. Moi, je voudrais juste rappeler par rapport à la question du droit qu'on n'a toujours pas accès à la PMA, c'est-à-dire qu'on a quand même un statut différent
différent du reste de la population. Les hommes trans ne peuvent pas demander une PMA en France aujourd'hui. Les femmes trans ne peuvent pas conserver leurs gamètes pour avoir un enfant avec leur partenaire. Ça passe sinon par un espèce de chemin très compliqué où il faudrait dire que c'est un donneur anonyme et puis finalement que la personne adopte son enfant. Enfin, c'est complètement en fait, délirant. concrètement, pas accès à ces droits-là, pas accès aux droits reproductifs. Voilà, donc ce qui est quand même, je trouve, assez important et à noter, quoi. Oui, complètement. Il y a deux choses en tout cas que la France adore. C'est vraiment l'assimilation d'une part, et d'autre part, il y a aussi la dissuasion. Je dis ça parce que moi je trouve ça toujours super intéressant du coup de faire des parallèles justement entre l'assimilationnisme qui existe sur le plan racial, du coup la façon dont on va vraiment traiter les immigrés postcoloniaux. Assimilationnisme, le fait d'exiger de populations immigrées ou réfugiées qu'elles gomment toute leur culture d'origine et à ce qu'elles adoptent une espèce d'identité blanche, française, caricaturale presque. Mais sans pour autant, encore une fois, obtenir à la même légitimité que n'importe quel citoyen français blanc qui est vraiment jugé comme faisant partie intégrante du corps national. Enfin, on reste quand même sur quelque chose de... Toi, t'es pas pareil, donc tu vas quand même avoir une place spécifique. Ça va pas être une place qui va être très agréable, mais tu vas la prendre parce qu'il y a que ça comme place. C'est très drôle quand on considère que les Français, en effet, quand ils s'expatrient à l'étranger, enfin, ils sont super calmes, super posés. Ils adoptent vraiment les us et coutumes du coup des pays dans lesquels ils sont. C'est pas comme s'ils parlaient super fort tout le temps de ce qui va pas dans le pays, du haut de leurs privilèges coloniaux. Enfin, c'est sûr que ouais. Enfin, il y a grave une symétrie de ce côté-là. Mais du coup, là où je voulais en venir avec tout ça, c'est que ouais, il y a un assimilationnisme aussi au niveau trans, dans le sens où c'est vraiment un truc de bon, on a compris que vous n'allez pas disparaître du jour au lendemain, donc le marché qu'on vous propose, c'est vraiment devenir une personne cis, mais au sens de, il faut absolument pas qu'on capte en fait que vous avez été trans d'une façon ou d'une autre, donc ça nécessite vraiment du coup de faire une transition réussie. C'est ça, et une transition réussie, c'est de plus être trans en fait. C'est trop cool, non? Waouh. Mais quand même, faites pas d'enfants parce que c'est dégueu. C'est ça, parce qu'il y a un risque de contamination, encore une fois. Hein. À ce propos, je tiens à rappeler, parce que je l'ignorais il y a encore quelques années, et la France y a mis fin grâce aux luttes des personnes trans, mais je ne sais pas si vous le saviez, mais pendant très longtemps, quand une personne changeait de genre à l'état civil, elle devait prouver qu'elle avait été stérilisée. Ah oui, ça fait très peu de temps que c'est plus le cas, ouais. Ça me glace rien qu'à le redire en fait. Je trouve ça et je le savais pas et je suis pas particulièrement mal informée. Enfin, je veux dire, c'était pas un savoir très courant ou commun, me semble-t-il, que vraiment le pays dans lequel nous vivons avait une loi qui exigeait de certaines personnes qu'elles soient stérilisées. C'est voilà. Et donc oui, ça a été la fin de ça, c'est en 2016, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est en 2016. Ouais, c'est aussi la loi qui a fait qu'au bout du compte, en ce qui concerne le changement de prénom, on peut le faire en mairie. Du coup, le prénom, en vrai, c'est relativement simple, en tout cas en théorie. Ouais, en théorie. Pas en pratique, mais en théorie, en tout cas, c'est censé être fluide. Mais ouais, par contre, cette loi, elle a vraiment pas touché aux questions d'état civil, du coup, qui sont toujours... Il faut toujours faire passer devant un juge, etc. Alors que quand même, le plus simple serait peut-être de juste ne jamais indiquer... le sexe à l'état civil. Ah, c'est sûr. Comme ça, on gagnerait plein d'argent aussi. Ça économiserait plein de sous. Bien, ce sentiment qu'on entend parfois, qui n'est pas exactement de l'hostilité en réalité, mais qui est une espèce de confusion, de malaise, de trouble en fait, par rapport aux questions de genre et aux questions trans. On l'entend, il est exprimé parfois avec bienveillance par des personnes qui veulent comprendre. Et puis, parfois, c'est le déguisement aussi que prend d'autres discours qui, eux, sont plus structurés, qui n'ont pas l'air non plus totalement hostiles, mais qui font mine de se poser des questions. Par exemple, de s'inquiéter pour ce qui arrive aux jeunes, pour ce qui arrive aux enfants. Et ces questionnements-là, ce discours-là, il est porté par des personnes... très écoutés et qui ont parfois un impact. C'est de ça dont vous vouliez parler, Océan, en choisissant votre pièce à conviction, une vidéo d'une youtubeuse trans qui s'appelle ContraPoints et qui analyse le discours qu'elle appelle de bigoterie
qui est en train de se répandre dans nos sociétés, particulièrement aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne, mais qui commence aussi à prendre de l'ampleur en France. Je suis un grand fan de ContraPoint, c'est vrai. En fait, je vous recommande vraiment d'aller regarder ces vidéos qui sont sur YouTube et sous-titrées dans plein de langues. Et enfin, en tout cas, sur ces thèmes-là de la transidentité et tout ça. Après, sur le côté politique, il y a des choses enfin, qui peuvent se contester ou plus compliquées selon si on est de gauche ou d'extrême gauche. Le reste, je ne mentionne pas, c'est pas la peine. Mais c'est des vidéos très, très instructives. C'est une philosophe voilà, et qui est extrêmement drôle et qui manie l'humour comme pas mal de meufs trans, j'ai envie de dire, et qui a vraiment voilà, qui est très qui est brillante, je trouve, et je trouvais cet extrait intéressant parce que c'est vrai qu'en fait elle réagit aussi à J.K. Rowling, donc l'autrice de Harry Potter que vous connaissez forcément, qui a écrit vraiment un livre entier, un pamphlet anti-trans qui a été édité, qui a même reçu un prix en Angleterre, ce que j'ai appris en regardant une de ses vidéos, je savais même pas. Et qui en effet est beaucoup dans ce truc de non mais chacun couche avec qui il veut, chacun s'habille comme il veut, enfin qui déplace, en fait, qui a une façon de s'exprimer qui fait qu'il y a plein de gens qui l'ont défendu en disant mais non, regardez, elle est pas transphobe, elle dit que, enfin voilà. Et ContraPoint, il y a une vidéo entière sur J.K. Rowling qui dure 1h30, mais franchement ça vaut le coup parce qu'au-delà de J.K. Rowling, ça parle du discours transphobe en général, avec en effet ce côté très pseudo-bienveillant et que c'est pour le bien de toutes et tous, etc. Donc je pense que c'est important d'avoir ces outils-là aussi pour pouvoir reconnaître ce qui est un discours réactionnaire aujourd'hui, qui en effet va pas être... Aujourd'hui, plus personne va dire je déteste les Noirs et les Arabes. Enfin, je veux dire, a priori, on n'a même pas d'interaction avec ces personnes-là dans nos vies. Enfin, j'espère en tout cas pour vous. Mais par contre... et sur les trans, enfin peu importe quoi, les minorités en général. Mais par contre, parler en effet de la civilisation, parler du grand remplacement, au lieu de dire les Arabes. Enfin, il y a toute une rhétorique comme ça à laquelle on est confronté juste quand on allume la télé en fait et qu'on regarde BFM ou CNews. Donc, je pense que c'est des bons outils au-delà de la question trans, même si c'est très instructif sur les questions de genre, d'être capable en fait d'avoir ces outils pour pouvoir les reconnaître ces discours-là et les démonter grâce à ces arguments. Et là, par exemple, dans le discours qui consiste à dire, parce que ça, moi, je l'ai entendu assez fréquemment, y compris de personnes qui s'intéressent de très près au féminisme, qui militent dans des assos, etc. Par exemple, un des sujets qui monte, c'est le mal qu'on ferait aux enfants, aux adolescents et adolescentes, en les laissant se questionner sur leur genre et en leur permettant de commencer leur transition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Les enfants, c'est vraiment un super épouvantail, parce que comment est-ce qu'on pourrait juste ne pas s'intéresser aux enfants ? Enfin, c'est des petits bouts de chou, c'est l'avenir de l'humanité. Bah oui. Donc oui, c'est un super... franchement, la grande majorité des personnes du coup qui s'intéressent quand même aux enfants, déjà avoir peur qu'un enfant soit trans, c'est vraiment juste ouvertement admettre que, juste être trans de base, c'est une déviance. Alors que non, on n'essaye pas de compenser quoi que ce soit et on n'essaye pas de rattraper quoi que ce soit. Donc si l'enfant est trans, normalement, ça ne devrait pas poser de problème en fait. L'argument qui est souvent entendu, c'est non, mais en fait, je l'ai encore lu dans un journal gratuit distribué à Genève qui disait donc un père de famille qui a fondé une association en Suisse, mais les mêmes associations existent en France. Hein, le groupe la Petite Sirène, le groupe, je ne sais plus comment il s'appelle, l'association. Oui, il y a l'Observatoire de la Petite Sirène, voilà. Et il y a le collectif Hippomonie. Donc l'Observatoire de la Petite Sirène, c'est des médecins, des psychanalystes, bref, des praticiens de la santé. Hippomonie, du coup, c'est un groupe de parents qui ont tout un tas de soucis à se faire. Et ces personnes-là disent par exemple, mais en fait, peut-être nos enfants disent qu'ils sont trans, ils se posent des questions, mais en réalité, c'est parce que l'adolescence, c'est pas facile, il y a un mal-être, on devrait ne rien laisser passer avant 25 ans. Ou avant 18 ans, ça va abîmer leur corps irrémédiablement s'ils prennent des bloqueurs de puberté. Enfin, il y a des tas d'arguments qui sont mobilisés en faveur de l'intérêt de l'enfant et de l'adolescent. Et encore une fois, moi, c'est des arguments que j'ai entendus très très souvent, quoi, qui s'influencent les uns les autres, que ça devient comme une espèce de mode, comme se mettre à porter des dreadlocks ou des Doc Martens, je ne sais pas. C'est quand même étrange parce que quand on pense que le taux de suicide chez les jeunes trans est 7 fois supérieur à la moyenne, s'ils voulaient vraiment protéger les enfants, ils les laisseraient transitionner. Et puis en attendant, par rapport à leurs enfants, je veux dire, ça les empêche pas du tout de traîner leur fille dès 10 ans pour aller se faire épiler, parce qu'en fait, une femme, quel que soit son âge, en fait, c'est censé être glabre pour les hommes, concrètement. Ça les dérange pas, du coup, s'ils ont un enfant intersexe, de lui faire passer des batteries de chirurgie, des traitements hormonaux pour
corriger du coup ce qu'on va considérer comme étant des erreurs. Et forcément là, l'enfant, en plus du traumatisme mental, enfin du traumatisme psychique, a aussi un vrai traumatisme physique pour certaines personnes, parce que justement on leur fait subir quand même des traitements qui, là pour le coup, sont vraiment contre nature, pour la simple et bonne raison qu'ils vont clairement contre l'intégrité physique des gens et leur santé. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment que quand l'enfant est trans que ça pose problème. On estime qu'il y a environ 1% des enfants qui naissent en étant intersexes, et pour l'instant, nos institutions médicales considèrent que c'est une déviation qui doit être corrigée à l'aide de chirurgie dite correctrice ou mutilatrice, tout dépend le camp dans lequel vous êtes. Mais d'accord, mais juste un truc, je rappelle juste une chose, parce que c'est important de le rappeler, les gens ne le savent pas toujours, justement, parce qu'il y a beaucoup de fake news aussi tenues par des personnalités politiques, c'est que un enfant ne peut pas être opéré. Enfin, je veux dire, on ne peut pas à 12 ans décider de faire une vaginoplastie. Donc, en revanche, quand on a 12 ans, on peut prendre des hormones, ou 13 ans, puisque moi-même, j'ai été chez la gynéco pour qu'on me prescrive la pilule. Oui, ça, c'est pas un Donc, problème. En fait, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, il n'y a aucun souci. Pas le THS, par contre. C'est que dans un sens. Voilà. Mais en fait, la seule chose auxquelles peuvent avoir accès les mineurs, ce sont donc des bloqueurs de puberté qui va retarder la puberté, c'est-à-dire ce qui n'aura aucune incidence en réalité. Si à 18 ans, ils décident qu'en fait, non, ils se sont trompés, ils n'étaient pas trans, bon, je pense que voilà, c'est assez rare, mais pourquoi pas. Alors, ils arrêteront les bloqueurs d'hormones et leur puberté aura lieu comme naturellement. Donc, il n'y a rien d'irréversible. Ça, je le précise juste parce que voilà, les gens ne savent pas toujours et fantasment qu'on pourrait comme ça faire prendre des hormones, pas celles qui sont OK à 13 ans, mais les autres, très tôt, et c'est absolument pas le cas. Là, donc merci d'avoir fait cette mise au point. Là, on a vu donc la bigoterie ou le côté réactionnaire qui se veut progressiste, aussi bizarre que cela puisse paraître, et qui est aussi une forme de transphobie, donc qui entretient l'idée que être trans c'est une déviance, que être trans c'est une souffrance psychique terrible parce que les gens sont perdus, que être trans c'est un problème en fait d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour des raisons psychanalytiques, de conditions de vie ou autres, que c'est vraiment une identité à laquelle il s'agirait quand même plutôt d'échapper, quoi. Ce serait quand même mieux d'échapper. Bon. Et en mobilisant des tas d'arguments bienveillants. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne cachent pas du tout la haine qu'ils ont et qui peut aller jusqu'au meurtre, où, on le sait, les statistiques le montrent, être trans, c'est avoir un risque immense, en tout cas beaucoup plus important que toutes les autres catégories de population, d'être victime d'agressions, d'attaques très violentes, voire de meurtres. C'est ce qui est arrivé à une femme qui s'appelle Vanessa Campos, qui en 2018 a été assassinée. Elle était travailleuse du sexe, elle avait émigré du Pérou. Et elle a été tuée par un groupe d'hommes qui étaient connus en fait et qui traînaient dans le bois où elle travaillait, elle et ses collègues. Là, la deuxième pièce à conviction, c'est vous qui l'avez choisie, Farah Youssef, c'est aussi une vidéo. Il s'agit d'un extrait du reportage que l'Agence française de presse a consacré à ce meurtre. Ils sont allés interviewer l'une des collègues de Vanessa Campos. Farah, est-ce que vous voulez bien expliquer pourquoi vous avez choisi cette vidéo ? Cette femme, elle est en train de parler de comment elle a découvert le meurtre de son amie et de sa collègue sur leur lieu de travail. Donc ça veut dire qu'elle-même, elle sait qu'elle est vulnérable à cette sorte de violence. Et en fait, le journaliste, il n'a rien trouvé d'autre que juste filmer ses seins, filmer ses talons, et vraiment du coup construire cette espèce d'image de « oui, c'est une prostituée transsexuelle ». Et la coupe, là, l'image de coupe sur ses cuisses. Quelle est l'information ? On ne sait pas. Il n'y a pas de... À part, comme vous dites, l'information, c'est... Regardez-la bien, voici ce qu'est une prostituée trans. C'est ça. Et elle est complètement... On lui dénie juste l'humanité basique, en fait, de juste lui accorder, je sais pas, la reconnaissance d'émotions basiques. Genre, bien sûr que tu vas être traumatisé, tu vas te dissocier quand tu vas te retrouver dans une situation pareille. Enfin, la grande majorité des personnes dans leur vie ne se retrouvent pas dans une situation pareille. Et pourtant, il n'y a quand même pas ce truc basique d'humanité qui se déclenche en mode « Ah, franchement... » Il n'y a même pas eu à la rigueur de « Ah, chaud, ça craint, désolé ma sœur ». C'est vraiment en mode, elle est en train de raconter, elle parle de mort, elle parle de violence, elle parle de la constitution d'une mafia. C'est même pas du coup juste des gens qui agressent les passants, juste comme ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'intentionnel, d'organisé, qui vise et les clients et les travailleuses. Mais ça suffit pas en fait, ça suffit pas parce que du coup cette femme elle va demeurer du coup une prostituée trans.
Et du coup, typiquement, par exemple, on ne va pas la considérer comme une femme, donc ça veut dire qu'on ne va pas inclure ses intérêts dans l'agenda politique du féminisme, alors que ça ne signifierait même pas, du coup, de complètement tordre l'agenda que de l'inclure, parce que, du coup, elle aussi, elle est dans une situation de dépendance économique, elle est dans une situation, enfin, je dis elle, mais en vrai, c'est notre cas à toutes, on est dans des situations de dépendance économique, on est particulièrement vulnérabilisé par rapport aux agressions sexuelles, par rapport aux viols, par rapport aux violences, en général, la spécificité, de toute façon, de base, quand on est une femme et qu'on vit des violences, c'est la croix et la bannière pour essayer, ne serait-ce que de témoigner à ce sujet, ne serait-ce que d'en parler à ses proches. Alors faire valoir ça dans un but d'obtention de justice, c'est une galère. Donc c'est encore plus compliqué du coup pour ces femmes-là parce qu'on ne pense pas à elles. Et non seulement on ne pense pas à elles, mais moi, je me suis toujours intéressé justement à tout ce qui est préjugés, stéréotypes, bref, tout ce qui lie les consciences, même entre des personnes qui ne se connaissent pas. Et j'arrive pas encore tout à fait à comprendre tout ce qui se joue vraiment dans le préjugé de la transsexuelle, prostituée, trans, tatati tatata. Tout ce que je sais en tout cas, c'est que c'est juste une exposition à la mort et juste pas de justice en fait. C'est sommairement exprimé, mais c'est vraiment pas de justice. C'est exprimé de façon très éloquente, merci pour ça. Vous connaissez cette situation-là parce que c'est votre travail aussi auquel vous êtes confronté en fait à cette souffrance, à la mort et aux agressions et à la violence tous les jours. Et ça vous permet aussi, même si vous dites que vous n'avez pas compris encore tous les liens qui existent, mais en fait c'est un système tellement énorme, le genre, le poids que ça a dans notre vie, la race, tous les systèmes de classification, de hiérarchisation des individus. Mais quand même, il y a des choses qui vous apparaissent très clairement, de façon, à mon avis, vous êtes beaucoup plus lucide en fait sur ça que la plupart des gens, notamment sur les liens qui existent entre le racisme et la transphobie et la transmisogynie, la haine des femmes, la haine des trans, la haine des personnes racisées. Qu'est-ce que vous aimeriez que tout le monde sache et est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aimeriez que tout le monde se rende compte ? J'aimerais bien me rendre compte, j'aimerais bien que du coup les gens se rendent vraiment compte de l'ampleur, de la gravité, de la fréquence de ce type de violence, de ce que ça laisse comme séquelles. Vraiment, parfois, j'ai l'impression que c'est un continuum constant d'événements traumatiques, à tel point qu'on finit par développer des éthiques de vie, des éthiques de responsabilité autour de la mort, autour du trauma. Enfin, c'est pas forcément très réjouissant. Vous voulez dire quand on est trans ? Pas forcément quand on est... Je pense pas que ce soit le cas de toutes les personnes trans. Je pense que c'est le cas, en tout cas, des personnes trans vraiment les plus précarisées. Et déjà, de base... Être trans aujourd'hui, c'est quand même vivre un certain degré d'inexistence sur le plan administratif, sur le plan social, sur le plan même tout simplement symbolique. Mais là, pour le coup, c'est même pas une question d'inexistence, c'est vraiment, t'as l'impression genre, que t'es vraiment juste né pour être violenté. Donc, je pense que, je sais pas si je pourrais vraiment laisser le public avec une demande spécifique, claire et concise, mais c'est sûr que, de base, je sais pas, dans la vie, il faut vraiment voir comment les gens vivent. Oui, c'est s'informer en fait, non ? C'est juste se tenir au courant en fait de quelle est la vie de nos congénères, quelle que soit leur situation. En cela, votre travail y contribue aussi. En tout cas, moi, ce que j'aimerais dire, c'est peut-être pour les gens qui sont pas concernés et qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément envie de fouiller trop la question, mais juste de se rendre compte du fait qu'eux aussi sont situés et qu'ils vivent dans une grande, immense et infinie thérapie de conversion qui commence à la naissance, qui s'appelle l'hétérosexualité et qui est complètement ouf. C'est-à-dire moi, je vais vous dire, ce qui est marrant, c'est que souvent on est invité comme ça et les gens viennent, on va aller voir des trans, ces petits animaux qui vivent dans une forêt sous un feuillage. Oh regarde, tu penses qu'il a changé de sexe ? Pas sûr. Bon, et moi je veux juste dire aux gens, mais je vous regarde aussi comme ça. Vous êtes complètement ouf. Vous êtes complètement ouf. Et vraiment, vous vivez dans un monde, une dictature que vous avez parfois, ou à laquelle vous avez parfois adhéré, parce que franchement, c'était plus simple, mais que ce soit sur l'action de la binarité, avec les hommes, les femmes, et tout ce qui va, cette espèce de queue de comète sans fin, de qu'est-ce que c'est qu'être un homme ou une femme, ou être naturellement hétérosexuel, être naturellement monogame, enfin, tout ça est complètement débile. Sachez-le, et nous sommes consternés quand nous vous regardons. Voilà, donc c'est juste pour dire qu'il y a une réciprocité dans la consternation. Merci beaucoup, bravo à tous les deux.
poursuivre sur cette idée-là, bon, évidemment, moi, je ne peux qu'adhérer puisque j'estime, en tant que femme cis hétéro, que tout ce que j'ai appris d'important sur mon genre, ça vient des personnes trans, en fait. C'est les pensées, les pratiques et les théories queer et trans qui m'ont dessillé les yeux, en fait, qui m'ont fait bel et bien me rendre compte de ça, à quel point on performait notre genre, à quel point on en bénéficiait, à quel point, selon qu'on réussisse ou pas, la fameuse performance, et à quel point ça nous concerne tous, toutes et tous. J'aimerais vous poser une dernière question avant d'écouter un texte qui nous tient à cœur. Juste, à quoi ça ressemblerait une société qui suit vraiment? Parce que là, il est clair, notre verdict est rendu. La société, on l'a condamnée. Non, la société ne suit pas vraiment les transitions de genre. Au contraire, elle les freine. Mais à quoi ça ressemblerait? J'aimerais bien qu'on le nomme et qu'on le dise pour montrer à quel point c'est possible, à quel point on y est presque, en fait. On pourrait, si on voulait. Mais je suis pas certain qu'on puisse mettre fin à la transphobie sans mettre fin au sexisme, sans mettre fin au racisme et en fait à toute cette organisation de la société, donc capitaliste, hiérarchisée et basée sur la domination, voilà, des blancs sur les non-blancs, des adultes sur les enfants. Bon, on peut faire une petite liste. Et je pense que la transphobie n'est qu'un symptôme finalement de cette organisation sociale. Donc j'ai personnellement assez peu d'espoir qu'on mette fin à la transphobie sans faire une révolution totale et écoféministe, etc. Je pense un peu comme Océan. Et je pense en effet qu'une société, en tout cas, qui serait expurgée de sa transphobie, c'est une société qui reconnaît activement, du coup, ce que les personnes trans disent, déjà rien que du fait de nos parcours, dans leur grande complexité, dans leur grande multiplicité, du coup, ce que ça dit de la société en tant qu'ensemble collectif, et qu'on arrête de faire comme si c'était juste une espèce de petite manifestation, une espèce une espèce juste d'épiphénomène, ou limite juste en effet de déviation, parce que considérer que les choses c'est de la déviation, c'est une super façon de se déresponsabiliser, de détourner le regard. Ouais. Vraiment accepter ce que les personnes trans apportent à la table sans les enjoindre constamment à se gaslighter elles-mêmes et juste à se mettre dans un tout petit coin où on nous entend pas et on nous voit pas et on va nous solliciter quand on a besoin de nous pour nous baiser par exemple. Parce que jusqu'ici en vrai c'est un peu ça notre principale utilité apparemment dans la société et laissez-moi vous dire que bon bah moi j'avais quand même d'autres ambitions dans la vie quoi. Donc ouais, c'est ça. Et je pense que concrètement aussi, ça se manifeste juste par laisser en effet des personnes trans occuper des espaces, des postes dans divers champs, dans la médecine, dans l'accompagnement social, dans le fait de faire de la politique, à travers les lois, à travers les organisations collectives. Enfin, vraiment juste laisser ces personnes apporter ce qu'elles ont à apporter. Et de toute façon, je pense que c'est valable en règle générale pour toute forme de minorité. Mais bon, ça implique du coup de vraiment activement combattre juste ce fait que, enfin juste ce truc de si les choses sont comme elles sont, c'est parce qu'il y a de la domination et parce qu'il y a un intérêt à dominer. Donc ça va nécessiter en effet de approfondir ce point avant de pouvoir passer à autre chose. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Il y a, c'est vous qui l'avez suggéré, il y a un texte qui nous touche beaucoup et on pense que c'est une bonne idée de terminer les procès avec ce texte, avec de l'art, avec de la poésie. Et donc pour terminer ce procès, eh bien, j'appelle maintenant à la barre une poétesse, Luz Folkman, qui a accepté de nous faire ce cadeau, de nous lire son texte « Belle est un mensonge ». Ouvrez vos partitions, page 1. Oraison funèbre. Page 2. Récitation lugubre. Page 3. Litanie pour corps au rabais. Nous, les trans, on a écrit des livres entiers de rimes à faire sourire tes seins. Elles étaient tellement parfaites qu'elles auraient pu trouver la formule magique pour nous maintenir vivantes. Nous sommes là chaque jour, à l'usine des poésies macabres pour public décédé. Nous connaissons toutes cette prose. Elle s'appelait comment? Elle avait quel âge? Nous avons toutes récité
ces 2 pauvres vers. Qui fera son été et qui passera l'hiver? Et voilà, ce soir encore sur nos joues, un cadavre. Et aucun chant, aucun psaume, aucun de nos cantiques ne t'ont gardé près de moi, alors j'ai déchiré les poèmes qui ne t'ont pas connu. Plus un mot, si je n'en trouve pas un pour m'attendrir. Nous, les trans, on peine à sortir en plein soleil parce qu'entourés de nos mortes, on a peur de puer la charogne. Et vous voudriez que l'on soit belle. Belle? C'est pas vrai qu'on est belle quand on est trans. On est bonne à planter, sublime, à crever. Les yeux qui nous matent, c'est les yeux qui nous butent. Belle est un mensonge que ne supportent pas les mains de nos assassins. Et les belles finissent très bien au bout d'une corde avec autour du cou une plaque avec ces mots. Honte, le corps qui gît sous les insultes. J'ai plein d'aînés qui ont écrit sur la disparition de leur sœur, mais aucune n'est encore en vie. Je suis honoré d'être là pour mes vivantes, mais je regrette chaque jour de ne pas pouvoir te lire les poèmes que je t'ai écrits. C'est comme ça, les trans. On a tellement effacé les frontières du genre qu'on a brouillé la limite entre les disparus et les survivantes. Entre les deux, on en a quand même profité pour trouver notre propre définition de l'amour et de la joie, mais nous la gardons secrète et entre nous. Alors, quant à vous, laissez-nous autre chose que le morbide et le silence. Laissez-nous autre chose que le sublime et la désespérance. Nous méritons mieux que la gerbe ou la fleur. Laissez-nous nos vengeances et laissez-nous nos sœurs. Merci à Luce Volkmann pour cette lecture. Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous, merci à vous deux. Merci Victoire, merci au MUSEM. Victoire, merci tout le monde. Cette séance a été enregistrée le 9 janvier 2023, avec la participation d'Océan, Farah Youssef, Mireille Jacotin et de Victoire Tuaillon à la modération. C'était le podcast Procès du siècle, féminisme, genre et minorité. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM en collaboration avec Grégoire Ingold. À la modération, Judith Duportail, Toufik Hakem, Talma Desta, Paloma Moritz, Valentine Auberti et Victoire Tuaillon. En partenariat avec Libération, Blast, Le Bonbon et Mademoiselle. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.